Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un test du couteau ESSI JG3 de la série Campler de chez ESSI. ESSI a lancé une nouvelle gamme de couteaux. Donc la gamme s'appelle Campler. Donc ce sont des couteaux destinés au bushcraft directement. Donc il y a eu pas mal de demandes faites auprès de ESSI pour avoir des couteaux plus orientés bushcraft, notamment avec un étui en cuir comme on peut le voir ici. Et un couteau qui n'a pas de revêtement dessus, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont ôté le revêtement de leur ESSI pour mettre une patine naturelle. Donc ici ça va pas être la peine puisque le couteau est livré complètement nu. Il n'y a aucun revêtement, que ce soit ici sur la plate semelle ou sur la lame. Et on a un étui tout cuir, un étui qui est fabriqué également aux États-Unis. Cette série de couteaux bushcraft comporte 3 couteaux, donc le JG3, le RB3 et le DC6. Donc le JG3 c'est celui-ci, le design a été fait par James Gibson. Le RB3, le design a été fait par Ruben Beaulieu. Et le DC6 a été fait par Dave Canterbury. A ce jour, il y a seulement ce couteau disponible dans la gamme des 3 couteaux. Donc le JG3, les autres seront sûrement disponibles dans les mois à venir. J'espère avoir la chance de pouvoir vous les présenter. Si c'est le cas, je vous mettrai des liens dans la description. C'est un couteau qui n'a pas un gros gabarit, puisqu'on est sur 3 mm d'épaisseur, un petit peu plus. J'avais 3,16 sur mon pied à coulisse. Il a une longueur totale de 19 cm et demi pour 9 cm de lame et 8 cm et demi de tranchant. Sa largeur de lame ici est de 2 cm et demi. Par contre, c'est un couteau qui va être très léger, puisqu'il va peser seul 123 grammes. Avec son étui en cuir, il ne va pas être très lourd non plus, puisqu'il va peser 173 grammes. Pour avoir une idée de son gabarit, il va être grosso modo à mi-chemin entre un Opinel numéro 8 et un numéro 9. Donc on a le 8 en bas, le 9 en haut. On peut voir qu'il est vraiment entre les deux. Sa lame est un tout petit peu moins longue que celle d'un Opinel numéro 9. Toujours pareil, pour montrer qu'il n'est pas très grand, ici en bas on a un Isola 2, toujours de chez ESSI. Donc l'Isola 2 qui est un couteau de cou, donc un neck. On voit que le JG3 est un tout petit peu plus long. Pourtant, si on pourrait le porter au cou sans difficulté, en main on a vraiment une sensation différente avec un manche plus ergonomique. Pareil, au niveau du tranchant, on va avoir à peu près 2 cm de plus qui va être appréciable. Sur les inscriptions qu'on peut retrouver sur le couteau, on n'a rien du tout au niveau du manche. Sur le ricasso, on va avoir le nom du couteau, donc ESSI JG3. Le nouveau logo de la gamme Campler de chez ESSI. Et en dessous Gibson, donc pour James Gibson. À l'opposé, on peut voir que le couteau a été fabriqué aux États-Unis avec un numéro de série, toujours par le manufacturier Rowan. Le logo Campler est plutôt sympa puisqu'il s'agit d'une personne qui est en train de marcher, donc avec un bâton de marche, un sac à dos, ce qui correspond un petit peu plus à ce qu'on fait dans les bois que la gamme plus tactique avec la tête de mort. Pour les matériaux, on va être sur un manche en micarta canva, donc c'est le même type de micarta qu'on retrouve sur le ESSI 5 notamment. En bas on a un trou pour passer la dragonne et toute la lame est constituée d'acier 1095. Donc c'est exactement le même type d'acier qu'on retrouve sur tous les ESSI au carbone. De par son gabarit général et son poids, c'est un couteau qui va être plus orienté quand même sur les petites tâches, bien qu'on puisse également le bâtonner et s'en servir pour une multitude de tâches qu'on retrouvera en bushcraft. Mais il sera sage de l'accompagner d'un plus gros outil comme par exemple un couteau de camp, une hachette, une hache ou une scie pour les bivouacs. En ce qui concerne son affûtage d'origine, aucun souci. On est sur un affûtage rasoir qui coupe aussi bien le papier que les poils. Grâce à sa construction plate semelle et connaissant la solidité des couteaux ici, on va pouvoir y taper dessus sans aucun souci. On va essayer de tomber ici ce tout petit arbre mort pour voir ce que ça donne. Avec son émouchure plante, on pénètre directement dans le bois
de souci là-dessus, on va pouvoir aller terminer le travail de l'autre côté. Absolument aucun souci avec ce genre de tâche, même si le bois ici n'était quand même pas très gros. On va voir ce que ça pourrait donner pour tester sa solidité en bâtonnant des pièces de hêtre. Pour tester le bâtonnage, je vais prendre des pièces de hêtre quand même assez conséquentes par rapport à la taille de la lame. Très sèche, très dure. Voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Sachant que quoi qu'il arrive, avec ce genre de couteau, on ne va pas faire non plus des bâtonnages vraiment trop gros. Je vais commencer sur la plus petite partie. Donc comme toujours sur les émoutures plates, on a une très bonne pénétration du couteau au départ. Il n'y a plus qu'à accompagner pour que ça se termine. Donc on peut arriver à un travail très fin, faire des petites torsions de la lame sans aucun souci. Pas de problème particulier. Pour pénétrer dans cette section, je vais essayer sur la section un petit peu plus grande. Ici on va être sur quelque chose d'un peu plus gros, avec quelques nœuds au milieu. On voit que le bois n'est pas bien droit, mais un petit peu tortueux. Pour voir un petit peu. Donc évidemment le couteau n'est pas très long. Du coup si on prend une trop grosse pièce, on va devoir taper souvent sur le manche. Ce qui n'est pas un souci en soi, puisque le manche micarta accepte les chocs. Mais pour plus d'efficacité, il vaut mieux toujours taper sur le bout de la lame. Donc là on arrive au niveau du nœud. Il va falloir taper un petit peu plus fort. Mais même si le couteau ne fait que 3 mm d'épaisseur, on n'a pas peur de taper sur la pointe. On va voir si ça tient. Au niveau de la prise en main, on n'est pas trop mal placé. Le manche est quand même assez long pour avoir la main loin du travail. Après, sur du gros travail comme ça, comme le manche est assez fin, on va quand même ressentir pas des vibrations dans le manche, mais un petit peu le bout du manche qui tape. Ça sera toujours moins agréable que sur un plus gros couteau, comme par exemple le SI5. Voilà, on peut voir qu'on est passé directement au milieu du nœud bien sec. Le couteau est toujours parfaitement droit. La pointe n'est pas du tout abîmée. Encore une fois, ici, ce sont des couteaux vraiment très solides qui, rappelons-le, sont garantis à vie. Donc même si on venait le casser n'importe où, dans n'importe quel type d'utilisation, il suffirait de le renvoyer chez ici pour en recevoir un neuf. Voilà, une fois refendu, ça commence à être de plus en plus facile. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'épaisseur de la lame et du gabarit général du couteau, on ne va pas forcément lui demander des grosses tâches à longueur de journée. Mais en tout cas, on peut voir que sur du bois vraiment très dur, très sec, ça peut toujours dépanner. Même si ça serait plus à l'aise sur des petites sections de ce type. Parce que ça pourrait donner là-dessus. Voilà, ici on vient rentrer sans aucune difficulté. Pour venir par exemple se préparer une base de petits bois pour le feu. Voilà, on peut aller rechercher un travail quand même très fin avec ce couteau, tout en pouvant taper des sections beaucoup plus lourdes, ou pouvoir venir tomber des petits arbres
ou ébrancher quelque chose en bâtonnant sans aucun problème. Ergonomiquement, le couteau va être intéressant puisqu'on va avoir une belle place ici pour venir y mettre l'index, un beau retour en arrière à cet endroit-là pour venir y placer la main. Donc on verra un petit peu cette position-là pour les plus petites tâches. En attendant, comme on est toujours dans les grosses tâches, on va voir un petit peu ce que pourrait donner le couteau sur des coupes à la volée. Donc là, on a un retour qui est plutôt intéressant pour ça. On va pouvoir avoir une prise à 3 doigts relativement sécurisée, avec un retour qui va poser au niveau du doigt. Donc au niveau de la prise, on est pas mal. Après, je vois pas trop l'utilité de rajouter une dragonne pour ce genre de tâche, à moins de vouloir vraiment taper tout le temps avec ce couteau. Mais généralement, comme le couteau est quand même pas très gros, pas très lourd, on va pouvoir s'acquitter de petites tâches pour venir par exemple casser des petites branches mortes en bas, pour venir placer le hamac par exemple. Autrement, on aura sûrement recours à un outil plus gros, si toutefois on en possède un. Donc dans le cas où on aurait plusieurs outils, je pense que ce ne sera pas la peine de venir trop se fatiguer à taper, à moins qu'on ait l'outil sous la main, qu'on ait justement à venir casser quelques petites branches. Donc du coup on ne va pas chercher la hache ou la scie, on va simplement venir se servir de ce couteau-là. Mais à ce moment-là, pour une petite tâche de ce type, c'est pas la peine de mettre une dragonne, étant donné que le retour est quand même important sur l'arrière. Donc on va avoir quand même une prise en main assez correcte pour ce genre de tâche. Voilà, donc on arrive quand même à bout du travail, sans souci. Si on veut chercher plus gros, ça serait utile de mettre une dragonne. Mais encore une fois, venir chercher au plus gros avec ce genre de couteau, ça va pas être très intéressant. Ou alors ça va demander vraiment beaucoup d'efforts et de temps. Quoi qu'il en soit, venir casser des petites branches mortes comme ça ne cause aucun dommage au tranchant. Donc même après le bâtonnage, du temps d'utilisation hors vidéo ou les petites coupes qu'on peut faire ici, le tranchant est toujours intact, toujours très coupant, il accroche vraiment bien au niveau de l'ongle. Le couteau va donc avoir ses limites en ce qui concerne les coupes à la volée, mais si on a à travailler sur des plus grosses branches ou pour couper des grosses sections, on va pouvoir le bâtonner. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, pour tomber le petit arbre, on pourrait tomber très bien des petites branches, venir faire des coupes à plat, sans aucune difficulté. Il n'est pas très large, mais c'est quand même suffisant pour entailler un bon V pour passer à travers. Ici par exemple, je vais vouloir passer à travers de ce bois flotté. Plutôt que venir prendre du temps à essayer de le couper en coupe à la volée, il va être préférable de venir le bâtonner pour passer à travers. On peut voir qu'on soulève des plus gros copeaux. On aura moins d'efforts à fournir pour venir à bout du travail. Comme le couteau n'est pas très large, on ne va pas pouvoir taper dessus très longtemps. On va vite se retrouver à attraper également le bois, ici. Donc il va falloir le tourner beaucoup plus souvent qu'un couteau qui serait plus large. Quoi qu'il en soit, le travail est tout à fait possible en venant taper dessus. Encore une fois, aucun dommage sur la lame. La pointe est toujours vraiment très saillante. Donc on peut toujours s'en sortir en tapant dessus. Comme on vient de le voir avec les différents bâtonnages, c'est un couteau qui va pouvoir encaisser les chocs. Donc il n'y a aucun dommage au niveau du tranchant. Le tranchant est toujours comme neuf. Le couteau, malgré ses 3 mm, est toujours droit comme un i. Mais c'est un couteau qui a plutôt été fait dans l'optique à chaque outil sa tâche.
Donc une optique qu'on pourrait plutôt avoir en bushcraft, à savoir les lourdes tâches, on va plutôt les faire avec un couteau de camp ou une hache ou une scie. Du coup on va essayer les tâches beaucoup plus fines, c'est pourquoi ce couteau a plutôt été fait. On va commencer par les feather sticks. L'équilibre du couteau se situe à peu près à ce niveau là, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de poids dans la lame, ce qui va être un gros avantage pour travailler longtemps avec lorsqu'on va faire des coupes classiques de couteau, puisque déjà que le couteau n'est pas très lourd, vu son équilibre on a pas mal de poids au niveau du manche, donc on va être vraiment à l'aise avec en main. Dès qu'on l'a en main on va plus du tout finalement sentir le poids. Au niveau du dos de lame, pour tout ce qui est petits travaux de sculpture etc, on n'a pas de petite cannelure, ce qui n'est pas gênant puisqu'il reste bien confortable. Avec son émouture plate et son tranchant en V, on va avoir quelque chose de très efficace pour lever de fins copeaux bien entortillés. La prise en main comme ça est vraiment bonne. On sent qu'on a un bon appui sur le couteau. Et on peut avoir la main vraiment très proche du tranchant également ici. Faire du travail un peu plus en détail. Aucun souci pour ce type de tâche. On est vraiment très à l'aise avec le couteau en main. Le tranchant est vraiment excellent. Il pénètre bien dans le bois, sans pour autant soulever de trop gros copeaux. On va avoir un grand contrôle sur l'appui qu'on a. Sans aucune difficulté, on va pouvoir se retrouver avec ce type de travail. Des feather sticks vraiment tortillés et fins, tout en étant vraiment très agréablement placés sur le couteau. En dehors du fait que l'étui soit en cuir et qu'il n'y ait pas de revêtement sur le couteau, on va avoir aussi une différence dans cette gamme Camplor comparée aussi plus classique. On va avoir des arêtes qui sont saillantes au niveau du dos du couteau ici. Donc c'est en partie dû au fait qu'il n'y ait pas de revêtement, mais également au niveau de son usinage. Parce qu'on est venu chercher des arêtes vraiment saillantes, l'objectif étant de pouvoir frotter le fire steel pour produire des étincelles. Donc un grand classique dans le bushcraft, ce qui peut nous servir au cas où on est perdu, le petit grattoir fourni avec les fire steel. Pour ce travail, bien que ça fonctionne quand même bien, il ne fait pas partie des couteaux que j'ai pu essayer qui ont la meilleure accroche à 90 degrés. Par exemple ici, on sent que ça fonctionne un peu moins bien que sur la pointe. En tout cas, ça va fonctionner. En ce qui concerne les coupes classiques de couteau, on va avoir une très bonne ergonomie. Je pensais que ça serait un petit peu petit à cet endroit-là, qu'on aurait trop à serrer l'index, que ça allait être fatigant. En fait, ça ne l'est pas, puisque la forme générale est quand même bien agréable en main. Et surtout, on a un gros rebond au niveau du petit doigt, ce qui va faire que lorsqu'on va forcer, on va avoir un manche qui finalement va être assez équilibré dans la main. On va forcer sur tous les doigts en même temps. Et on va avoir une bonne poussée au niveau du petit doigt, ce qui va être plutôt agréable pour ce genre de tâche. Au niveau de la prise en main, donc j'ai des toutes petites mains. On peut voir que le manche est plus grand qu'un Izula 2 par exemple pour les personnes qui l'ont, puisque le manche du Izula 2 arrive complètement à la fin de ma main, donc on a quelques centimètres qui dépassent. Ensuite, pour les personnes qui ont les plus grosses mains, je pense que ça va combler toute la taille du manche, puisque moi je peux prendre un petit peu ici ou un petit peu plus proche. Pour les personnes qui ont vraiment des grosses mains, on va être vraiment bien ancré dessus également, je pense, puisqu'on va avoir vraiment tout le manche complètement dans la main, avec vraiment l'index qui frôle le tranchant ici. Sur d'autres couteaux ici, on a également des émoutures plates avec un tranchant en V, mais assez étonnamment celui-ci pénètre plus dans le bois, avec beaucoup plus de facilité.
Donc c'est peut-être dû au fait qu'il ne fasse que 3 mm d'épaisseur et qu'il n'y ait pas de revêtement, ou les deux. En tout cas, quoi qu'il en soit, on a une très bonne pénétration dans le bois avec ce couteau. On va être très à l'aise sur les coupes puissantes, donc des coupes à pleine main où on vient décoller de gros copeaux. Donc on peut voir qu'on peut y aller, venir forcer tout en étant bien placé, et surtout qu'on va pouvoir découler quand même des copeaux assez conséquents. Habituellement sur les autres récits, on va pouvoir également le faire, bien entendu, mais on aura plus tendance à y aller par petits à-coups. Ici, on va pouvoir quand même aller chercher un peu plus profondément pour venir décoller des plus gros copeaux. Donc cette prise-là est bien agréable. On n'a pas d'endroit sur le manche où ça vient nous faire mal, parce qu'on a bien un bon arrondi ici. Même si le manche n'est pas très épais, il tombe quand même bien en main. Toujours cet appui au niveau du petit doigt qui est quand même bien agréable. Et on peut avoir la main près du tranchant. Donc on n'a pas trop de problème de levier comme on pourrait l'avoir avec les couteaux qui ont un finger choil, par exemple, où on va avoir le tranchant qui part assez loin, où on va avoir un bras de levier quand même important, ce qui va nous faire forcer le poignet. Ici, c'est pas le cas. Donc on va pouvoir faire ce type de travail sans difficulté. Toujours au niveau de sa prise en main, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler avec dans n'importe quelle position, avec toujours autant de confort. Donc là, on l'a vu sur la coupe puissante. On va pouvoir y apposer les doigts au dos, donc 1 ou 2 doigts sans souci. Et également faire un travail de coupe avec la prise dorsale du couteau, sans difficulté, puisqu'ici le manche, qui n'est pas très gros, ne gêne pas. On va pouvoir venir poser le pouce. On va pouvoir poser l'index très proche du tranchant, tout en étant protégé par sa petite garde. C'est une position qui va être agréable également. On va pouvoir encore une fois décoller de gros copeaux grâce à son émouture plate et à son bon tranchant. Au niveau de sa prise en main, on va avoir ici le talon du couteau qui est bien posé au niveau de la pomme. Donc on va pouvoir bien forcer dessus. Ça va rester bien ancré en main. Ce n'est pas trop petit, ça n'arrive pas au milieu de la main, ça pourrait faire mal avec le petit crochet entre guillemets. Et là on va être bien placé sur ce type de coupe. En parlant de coupe de précision, on va pouvoir passer toute la soirée par exemple à sculpter une cuillère ou que sais-je encore, sans être fatigué puisque le couteau n'est vraiment pas lourd. On a une très bonne prise en main. Et au niveau de ce genre de coupe, on va être vraiment très à l'aise. Parce qu'on a une très bonne prise ici, un très bon tranchant. Et même si les rebords sont saillants et que le couteau ne fait que 3 mm d'épaisseur, ça n'est pas vraiment gênant. On va pouvoir poser complètement le doigt sur le dos de lame et venir accompagner d'un pouce ou de 2 pour par exemple venir faire une petite dépression ici. On va pouvoir également venir le tenir dans cette position, ce qui va être très agréable par exemple pour aller finir une encoche, ou encore pour terminer le haut d'un bâton qu'on voudrait aplanir ici. On va avoir le couteau dans cette position, un petit peu comme si on épluchait quelque chose, et on va être bien placé. Contrairement à quand on vient bâtonner pour pénétrer le plus loin possible dans du bois, avoir un couteau qui n'est pas très large va être un gros avantage pour ce genre de coupe, où on va venir serrer la main ici, puisqu'on va avoir un grand contrôle et on n'a pas besoin d'ouvrir très loin la main pour venir chercher son tranchant. On va simplement pouvoir venir ici faire de toutes fines coupes, simplement en ouvrant légèrement la main pour pouvoir venir terminer son travail. Voilà, par exemple ici on peut venir imaginer qu'on a taillé un bâton de marche et ensuite en haut on viendrait aplanir le bout pour se retrouver avec un travail bien fini. Donc pour ce genre de tâche, vraiment la taille est idéale. En ce qui concerne l'écorçage, encore une fois, les moutures plates et le bon tranchant vont aider, puisqu'on va bien pénétrer sous l'écorce très facilement, on va directement s'y insérer. Et ensuite ça va suivre la totalité de l'émouture et ça va se soulever vraiment très facilement, que ce soit sur de l'écorce assez fine ici ou sur de la plus épaisse.
Voilà un exemple tout bête de ce qu'on peut faire avec beaucoup de facilité et de confort. Donc mon bracelet a perdu son passant qui permet de le fermer. Je vais lui tailler un petit bout de bois que j'ai pu adapter à la taille pour que ça rentre. Donc ce type de travail là est vraiment très agréable avec le JG3. L'étui en cuir a été réalisé dans une vieille tannerie américaine. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le couteau est fabriqué aux États-Unis et l'étui également, comme on peut le voir ici sur cette inscription. Au niveau des coutures, on est sur un travail quand même assez propre. Aucun souci à ce niveau-là. Les finitions sont bonnes. Le logo est très propre et très bien incrusté. Ici on peut voir que le martyr est bien fini également. Après ça reste quand même un étui relativement simple, puisqu'il n'est fait d'une seule pièce de cuir ici, qui constitue également le passage pour la ceinture. Il y a juste le martyr comme deuxième pièce, autrement on va être sur une seule pièce de cuir pour l'ensemble de l'étui. On peut voir que le cuir est quand même bien épais, également terminé, bien fini sur les côtés ici. Et le couteau va tenir dedans en rétention chaussette. Donc on va simplement venir le placer et pousser. Finalement c'est le manche qui va venir toucher le cuir à l'intérieur et qui va tenir. Au niveau de la rétention, on peut le porter tête en bas ici, ou alors bouger sans qu'il bouge. Après, si on doit vraiment donner des coups, voilà, le couteau finira par partir puisqu'il est simplement retenu ici. Peut-être qu'à terme, avec beaucoup de mois d'utilisation, le cuir sera un petit peu relâché, le couteau ne le tiendra pas trop à l'intérieur, puisqu'ici ça pourrait très bien se relâcher comme ça. Donc ça sera à voir un petit peu au fil des mois. De toute manière, l'étui n'autorise que le port vertical avec le couteau tête en haut, puisqu'il n'y a pas de trou sur le bas de l'étui. S'il ne va pas tenir sur des gros chocs tête en bas, pour le moment j'ai encore jamais rencontré de problème tête en haut, lorsqu'on s'en sert juste pour le prendre la ceinture et le poser. Et pour ça il va même être très agréable, puisqu'on n'a rien à enlever, aucun clip ou quoi que ce soit. Il y a juste à venir tirer ici, ou on pourrait le faire un petit peu comme on étui en Kidex, venir pousser un petit peu avec le pouce ou quoi que ce soit. Moi je viens un petit peu tirer, naturellement le couteau sort très facilement. Et pour le reposer pareil, on le laisse glisser à l'intérieur, un petit coup vers le bas, on sent qu'il y a une friction à l'intérieur. Et là il ne bouge pas en étant debout, à aucun risque que ça tombe, même en venant s'asseoir. C'est plus sur des mouvements ou des chocs ou avec de nombreux mois d'utilisation que ça risque de sortir. Mais pour une utilisation normale, il n'y a aucun souci. On peut voir également quelque chose de très appréciable. Le manche ne dépasse pas de la ceinture, donc il ne va absolument pas gêner dans les mouvements. D'autant plus que c'est un couteau qui, comme on l'a vu, est très léger. Comme ce couteau est en acier au carbone et qu'il n'a absolument aucun revêtement dessus, il faut savoir que c'est avoir tendance à rouiller. Donc il faut vraiment en prendre soin, c'est-à-dire bien le sécher, le laver, le sécher et éventuellement l'huiler lorsqu'on rentre chez nous. Ou au moins le sécher dans le pantalon avant de le ranger. Sur le pantalon, on vient le passer sur le pantalon pour le sécher un petit peu. Et on peut voir ici, je ne sais pas si ça rentre à la caméra, que ça a pris une couleur un peu bleutée dans cette zone. J'ai coupé pas mal d'oignons avec. D'ailleurs à ce propos, les moutures plates de ce couteau et sa faible épaisseur le rend vraiment pas mal pour tout ce qui est coupe de légumes, préparation de nourriture sur le camp ou même chez soi. C'est plutôt intéressant. La prise en main est sympa. Il faut bien venir poser le doigt ici, poser le pouce pour couper. C'est plutôt intéressant aussi à ce niveau-là, même en complément par exemple d'un beaucoup plus gros couteau comme un couteau de camp. Ça peut être très bien d'avoir ce type de gabarit. Concernant son grip, avec le Micarta Canva, on va être sur un très bon grip avec les mains sèches. Et on retrouve le même grip assez étonnamment lorsque les mains sont mouillées. Donc on a un petit revêtement
au niveau des plaquettes en micarta. Ça ressort légèrement, ça agrippe quand même très bien. Donc on ait les mains sèches ou les mains mouillées, ça ne change rien, le couteau ne bouge absolument pas de la main. Lorsqu'on force ici, lorsqu'on pousse, on sent que le couteau reste vraiment bien ancré, en plus de la bonne ergonomie du manche. Lorsqu'on imagine un couteau dédié au bushcraft, on a tendance à penser à un manche en bois. Ici, ça n'est pas en bois, mais le coloris est quand même vraiment sympa avec ce gris très clair qu'on peut avoir lorsque le manche est sec et qui va devenir vert, parfois même marron, avec le couteau un peu sale ou mouillé. En tout cas, l'avantage qu'on a, c'est que ça ne craindra pas l'eau, pas la chaleur, pas le froid, ni les chocs. Donc finalement, un choix vraiment très intéressant de mettre du micarta sur un manche de couteau bushcraft. Voilà, comme on peut le voir ici, le style général du couteau, sa couleur, le fait qu'il n'y ait pas de revêtement et son étui cuir, lui permettent de se fondre aisément dans un ensemble plus traditionnel. Comme sur l'ensemble des couteaux de la gamme Camplor, le JG3 n'a pas de talon dépassant. Du coup, on va être amené à faire des tâches quand même pas très conséquentes avec son talon. Bien que le manche étant un micarta, on va quand même pouvoir venir tapoter sur l'arrière, puisqu'on va avoir quand même un gros contact avec l'acier, pour venir fendre par exemple des petites bûchettes à plat. Ou alors on pourra également, pour les très fines, venir tapoter avec la paume de la main sans être gêné par le talon. Je vais venir tester un petit peu la résistance de la pointe dans ce morceau de hêtre qui me sert de massue pour venir par exemple y faire un pré-trou pour l'archer. On a une pointe vraiment très saillante, du coup on va vraiment s'enfoncer dans le bois, ce qui est vraiment agréable. Ensuite on n'aura plus qu'à tourner et au niveau de la prise en main on est agréablement placé en pouvant mettre le doigt au plus près de la pointe. Aucun souci là-dessus, on va voir un petit peu. Essayer sur le côté que ça pourrait donner. Donc pas de souci, je l'ai déjà fait pas mal de fois hors caméra pour tester, pour venir taper avec une légère torsion évidemment. Et la pointe est toujours autant saillante, aucun souci de ce niveau-là. Toujours sur ce même morceau de bois, je vais venir dans l'idée de sculpter un petit peu le manche pour le réduire à ma main. Donc ce bois est vraiment très dur, très dense, c'est le même bois que j'ai bâtonné tout à l'heure. On peut voir qu'on peut venir décoller de beaux copeaux. Aucun souci là-dessus, aucun souci non plus au niveau de la prise en main. Que ce soit en poussant ici ou sur des coups plus classiques. On peut voir également ce type de prise, du travail très précis qui sera également utile lorsqu'on pourra venir par exemple préparer du poisson pour l'ouvrir ou quoi que ce soit. On va être bien placé avec les deux doigts très proches du tranchant et le manche bien ancré en main. Après tous les essais que j'ai pu faire, en tapant sur le manche, sur la lame, en venant faire des coupes plus classiques, le couteau est comme neuf. Le revêtement n'est pas abîmé évidemment puisqu'il n'y en a pas sur celui-ci. On va juste avoir besoin de venir le nettoyer. Au niveau du dos de lame, aucun souci. Rien n'est abîmé. Le tranchant est toujours complètement intact. La pointe également. Il n'y a aucun chips.
Et le manche non plus n'est pas abîmé. Le fait d'avoir tapé dessus n'a rien fait. Vraiment toujours en parfait état. Au final, on se retrouve avec un bel ensemble. Un couteau de bushcraft, destiné au bushcraft, qui va tenir ses promesses. Donc évidemment, on aura besoin d'un plus gros outil si on cherche à faire du gros travail, bien que comme on l'a vu, on va pouvoir bâtonner quand même des grosses sections, malgré le fait que le couteau soit fin et petit. Et si on passe quelques jours dans les bois, une soirée ou même une journée, on va quand même pouvoir s'en sortir sur pas mal de choses, puisqu'à l'aide d'un bâton qu'on pourra d'abord venir couper petit à petit en tournant, ou venir évidemment faire de petites coupes à la volée, on pourra bâtonner à l'aide de ce bâton et venir couper des plus grosses sections qu'on pourra également venir refendre. Donc même si on a des conditions un petit peu humides, on va pouvoir venir refendre des branches d'un diamètre pas énorme évidemment, mais qui suffira pour venir chercher le sec au milieu de la branche. Ensuite on va venir continuer à bâtonner pendant nos petites sections. On pourra prendre le couteau, faire des petits phaser sticks avec, pouvoir l'allumer le feu avec le fire steel en grattant le dos de lame. Et ensuite on pourra passer la soirée au coin du feu en préparant la nourriture à l'aide du même couteau, ou en venant sculpter un peu toute la soirée avec un grand confort. Donc un couteau qui finalement, même s'il n'est pas énorme, remplit vraiment toutes les tâches qu'on pourrait lui demander pour ce type de gabarit, même un petit peu plus grâce à sa solidité. Donc un couteau en fait de bushcraft, avec un ensemble qui ressemble à quelque chose de bushcraft, avec la qualité ici. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider, vous faire découvrir le couteau. Merci et à bientôt.